Effectivement, c'est rock'n'roll, c'est jingle, mais ça vaut le coup. On a des personnes qui le méritent, des intervenants avec nous qui sont aussi rock'n'roll. On va parler donc implantation de nouvelles cultures, grenades, bambou, pistaches, cacahuètes, agrumes, que sais-je. On va réfléchir si ce sont des véritables stratégies ou à quelles conditions ça peut s'inscrire dans une véritable stratégie d'adaptation climat. Est-ce que c'est une nouvelle donne qui va peser sur les marchés ou est-ce qu'on est sur une sorte de bulle et un effet de mode? On va en discuter tout d'abord avec Serge Jacquat qui va me rejoindre sur scène sous vos applaudissements nourris. Serge, on ne le présente plus, il est agroclimatologue, fondateur d'Agroclimat, partenaire aussi de l'entreprise Adaptation dont tu vas nous parler dans un instant. Serge, avec toi, on va réfléchir à l'évolution des biogéographies. Alors déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une biogéographie et puis tu vas nous donner quelques exemples juste après. Tu veux que je parle debout ou je reste assis? Tu fais exactement comme tu veux. Je parle debout. Mais tu restes sur l'estrade pour qu'on puisse te voir dans la caméra. Non, je vais me casser avec les micros, je vais me barrer. Alors, la biogéographie. La biogéographie, comme son nom l'indique, c'est biogéographie, aire de répartition des espèces. C'est une voie d'adaptation au changement climatique, puisqu'il y a différents facteurs physiques de l'atmosphère qui évoluent. Le risque de gel en hiver, le nombre d'heures de froid en hiver pour la floraison aussi des arbres, le nombre de jours au-dessous de 35 degrés, les jours de sécheresse, etc. Donc tous ces facteurs climatiques qui évoluent font que certaines espèces, dans le sud de la France notamment, ne peuvent plus s'adapter au climat dans lequel on est. Le maïs, par exemple, après 2050, aura des problématiques très importantes. Il ne sera pas juste question de faire plus de couverts végétaux, de changer les pratiques culturelles. Non, il y a un moment, le maïs, génétiquement, il ne pourra pas s'adapter. Donc, on travaille sur de nouvelles filières. On verra l'olive, on verra la grenade, etc. Sur les diapos, je crois qu'il y a quelques Exactement. diapos qui sont... Donc en fait, on travaille de façon scientifique sur ces différents paramètres et puis on cumule tous les éléments climatiques pour voir des aires de répartition des cultures que vous avez juste ici. Aïe. Donc c'est censé être un GIF avec une évolution... Les vidéos ne marchent pas, mais ceci dit, ça donne quand même une indication. Donc ici, vous avez l'abricot Berga rouge, donc c'est une variété d'abricot avec des données climatiques qui lui sont particulières, notamment sur les heures de froid. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et donc on a une évolution, vous avez ici son aire de répartition qui évolue. Donc ça, c'est les études préalables avant d'implanter une nouvelle filière sur un territoire. Parce que par exemple, si on plante l'abricot Berga rouge du côté actuellement du nord-est de la France, il ne s'adaptera pas pour l'instant, parce qu'il fait trop froid, il va fleurir trop tôt, et ensuite il va faire trop froid pendant sa floraison et des risques de perte de rendement. Voilà, donc c'est tous ces différents facteurs climatiques qu'on intègre pour savoir où est-ce qu'on pourra cultiver les cultures dans l'avenir. Donc ça, ce sont des... Donc là, tu te projettes à 2080-2100, donc on pourrait se dire c'est trop loin. Est-ce qu'on n'anticipe pas trop? Alors 2080-2100, effectivement, oui, là, c'est un peu loin. Par contre, si vous réfléchissez à 2050, là, je plante un abricotier, il y a 5 ans, il ne produit pas, parce que le temps qu'il grandisse, et ensuite, le temps qu'il ait une taille suffisante, une taille intéressante, il y a quand même encore des années derrière. En fait, quand vous réfléchissez à 2050 sur les nouvelles filières de territoires adaptées au changement climatique, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. Et encore plus long, c'est la filière. Ouais. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Ok. Deuxième exemple avec vidéo, avec la tomate. Alors, je ne sais pas comment elles vont s'animer, du coup. T'inquiète, la technique va s'en débrouiller. D'accord. Du coup, ça, ce sont les cultures, on va dire, plutôt saisonnières, le maraîchage, tandis que l'arbre est présent sur place plus longtemps. Donc ça, c'est des cultures qu'on aura un peu plus le temps d'adapter. Donc la tomate était très présente autour de la Méditerranée, de l'Italie, également du sud-ouest de la France. Là, vous avez donc l'évolution jusqu'en 2080, où on voit qu'elle disparaît, enfin, qu'elle a en tout cas plus de difficultés par rapport à la floraison, aux fortes chaleurs, à la pollinisation. Et en Espagne également, on a une très forte problématique. On en parlera tout à l'heure, mais là aussi c'est intéressant par rapport aux filières vacantes qu'il y aura dans le sud de l'Europe, parce qu'il y aura de plus en plus de difficultés à produire et qui seront intéressantes. Du coup, où ça? À Nantes. La tomate de Nantes sera peut-être un AOC ou un IGP ou je ne sais quoi d'ici 2070. Autre exemple encore, la pomme. Alors là, c'est un exemple, on dézoome. C'est l'Europe. Il faut savoir que pour calculer ces cartes-là, il faut à peu près 1 mois. Il y a 10 modèles climatiques, 13 indicateurs agroclimatiques et 3 scénarios de réchauffement. Ça ne se voit pas sur la carte, mais il y a des milliers de points, des dizaines de milliers de points. Donc c'est plusieurs mois, semaines de calcul pour obtenir ces points-là. Donc là, la pomme golden qui au début de l'animation était très présente du côté du Poitou-Charentes, du côté de pomme de Limousin, là aussi.
du côté du sud-ouest et du côté, j'ai l'impression de présenter la météo. Et on voit que progressivement ça évolue. Et du côté de la Méditerranée, progressivement ça remonte du côté de la Russie, du côté de la Pologne. Et ça c'est important pour savoir aussi au niveau géopolitique qui seront nos concurrents dans l'avenir. Ça c'est pour la variété golden. Si on aurait pris une autre variété, c'est de savoir par quelle variété de pommes on remplace la golden. Des variétés qui ont besoin, par exemple, de moins d'heures de froid ou qui sont plus résistantes aux fortes chaleurs. Oui, parce que là, on parle d'évolution des biogéographies. Donc, à quel endroit je peux planter quelles espèces? Il y a d'autres leviers dont on reparlera évidemment. C'est les leviers variétaux, les leviers de pratique qui permettent de s'adapter aussi en attendant, on va dire, le besoin peut-être ultime de changement de biogéographie. C'est ça. Encore un dernier exemple, les citronniers. Alors là, c'est plus exotique. Parce que la tomate, la pomme, je vous ai montré avant, c'est déjà cultivé en France. Là, c'est notamment les agrumes. Là, les agrumes ne sont pas cultivés en France. Donc l'objectif, c'est de voir par où il faut commencer à les planter. Et vous voyez déjà donc, autour de la Méditerranée, du côté de Narbonne et surtout dans le sud-ouest de la France. Parce que là, le risque de gel n'est pas trop fort. Du côté de Biarritz, par exemple. Le risque de gel n'est pas trop fort, il permet à l'agrume de survivre, qui était son principal problème actuellement. Il ne pouvait pas trop monter au nord parce que le gel hivernal pouvait tuer la plante. Donc typiquement, ces données-là permettent de savoir où le faire et surtout de ne pas le planter n'importe où pour éviter d'investir pour rien. Mais ce qu'on a l'impression de voir en regardant ta carte, c'est donc à l'horizon, du coup là je ne sais pas à quel horizon on est. C'est la fin du siècle. On doit être à la fin du siècle, on se dit que la France est une terre à agrumes. C'est ça qu'on est en train de voir sur... Alors on est en train de le découvrir. Hein. Ils ont planté des clémentines de Corse du côté de Nîmes, là sur le continent, parce qu'avant on avait les citrons de Menton et les clémentines de Corse. C'était les seuls agrumes qui étaient commercialisés. En France métropolitaine. C'est ça. Et donc maintenant on a des orangers du côté de Narbonne et moi-même chez moi j'ai 7 agrumes dans mon jardin. Eh bien, écoute, ça tombe bien. On a avec nous Marc Binet, qui est agriculteur, agronome et spécialiste justement des cultures tropicales et des agrumes. Il va nous rejoindre sous vos applaudissements, là encore nourris. Merci Serge pour cette introduction. Marc, de ton côté, je l'ai dit, donc tu es agriculteur, agronome spécialiste des cultures tropicales et de leur acclimatation en France continentale. Tu es aussi consultant en agroforesterie et en agroécologie auprès d'industriels de l'agroalimentaire en Asie. Et en Asie, là aussi, on perçoit les effets très directs du changement climatique avec des enjeux de transition très fortes des modèles de production et des modes de production, voire même des espèces cultivées là-bas, ce qui peut donner quelques opportunités pour la France métropolitaine. Me trompe-je? Exact. Oui, il y a beaucoup de vrai. Là, pour le changement pour l'Asie, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est pas un changement, c'est qu'il fait trop chaud et plus rien ne pousse. On trouve plus rien. Donc, les deltas du Mekong, tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué de produire. Donc, le trait, pareil, si Charles avait fait une carte, en fait, il y a une zone où il y a vraiment rien qui pousse. Il y a vraiment plus rien qui pousse puisque c'est extrêmement chaud. Et en fait, en France, maintenant, avec le changement qui arrive, on arrive à avoir effectivement des ouvertures sur certaines cultures tropicales. Alors, le tropical a un énorme intérêt, c'est qu'il résiste à beaucoup de choses, puisque du coup, c'est des typhons qu'on a, nous, en Asie, c'est des vents à 200, 250 km/h, enfin voilà, et c'est des arbres qui sont adaptés adaptés. Résistant. En fait, beaucoup plus adapté qu'un avocat ou un kiwi local, quoi. Donc, alors justement, ça c'est intéressant. Tu es aussi agriculteur en Lot-et-Garonne. Tu implantes tout un tas de productions en plein champ et sous serre. Tu as cité à l'instant avocat. Est-ce que c'est une bonne idée de planter des avocats en France? Ouais. Et si oui, sous quelles conditions? Oui, il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent. Alors effectivement, pour l'instant, pour des variétés comme l'avocat, le fruit de la passion, la mangue aussi, le litchi, là c'est sous serre. Il y a pas, si on veut vraiment, en tant qu'agriculteur, je parle, si on est jardinier, faites ce qui vous plaît, c'est 1 ou 2 arbres, c'est pas bien compliqué, mais quand on a un investissement en face, il y a des petites serres que nous on expérimente, donc des petites, des moyennes et des très très chères serres. Et en fait, on voit qu'effectivement, ça marche bien. Les agrumes, ça marche très bien. Les avocats, ça marche très bien. Les fruits de la passion, ça marche en intérieur, extérieur, c'est une mauvaise herbe, donc il n'y a pas de questionnement là-dessus. Et effectivement, ça ouvre vraiment le champ des possibles par rapport à ça, quoi. Serge, tu voulais réagir à ça? Tu corrobores, on va dire, le témoignage de Marc sur ces cultures-là, en termes climatiques et en termes de... Je voulais donner des exemples. Ouais. On a déjà des mangues, des avocats et des bananes sous serre à Perpignan. Alors, ce sont des essais, on trouve ça marrant, mais c'est que c'est possible de le faire. C'est ça que ça donne un signal. Au-delà que ça soit marrant de faire ça en France,
France métropolitaine, je tiens à préciser, parce que sinon on a dans les îles, et ça montre que c'est climatiquement possible maintenant de le faire. Par contre, ne me les faites pas en dehors des serres, s'il vous plaît. Quoi. Oui. L'avocat, j'ai testé un avocat mangue banane, dès le moindre gel, l'arbre tombe à part les zéro. agrumes. Parce que les agrumes, on a des porte-greffes asiatiques, donc qui sont japonais. Et alors là, il y a une très grande résistance au froid. Et là, on va. Enfin, après, sous ton contrôle, mais c'est vrai qu'on va jusqu'à moins 14, moins 15 sans trop forcer. Alors, donc, je ne connais pas moins 14, moins 15. Je sais que nous, les variétés espagnoles, c'est moins 5. Françaises, c'est moins 10. Enfin, celles que j'ai achetées en France et en Espagne. Voilà. L'olivier, c'est moins 15. Voilà, il résiste bien. Par contre, tous les arbres type tropicaux qui perdent pas leurs feuilles en hiver. Là, c'est direct 0, le gel, ou 0, peut-être moins 2, moins 3. C'est trop, donc, trop ça veut dangereux dire que en France. toute zone française, hors serre, ces cultures-là, on évite? Peut-être que d'ici 2050, sur des caps du côté de Biarritz, du côté de Perpignan ou des caps corses, ce sera faisable. Ou alors du côté de la Côte d'Azur. Déjà, il y en a d'ailleurs sur la Côte d'Azur. Mais en attendant, c'est sous serre. Sous serre, on le redit, avocat, fruit de la passion, mangue, agrumes surtout. Agrumes, mais c'est certains agrumes, si c'est des variétés portables voilà, il y a japonaises. des variétés qu'on peut mettre en extérieur et des variétés qu'on peut mettre en intérieur, mais avec des qualités vraiment bien, enfin des belles qualités, quoi. Vraiment des belles qualités. Quid des noix, des pistaches, des amandes, dont on entend beaucoup parler, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, on aura un témoignage de Pépistache, un des pépiniéristes à l'origine de filière pistache en France. Qu'est-ce que vous en pensez, ces noix, les amandes, les pistaches? Les pistaches, les amandes, les noix de pécan, nous, on a pas mal investi sur la noix de pécan parce que c'est des cultures d'avenir. En fait, c'est assez rustique. La pistache est extrêmement rustique, donc bien cultivée, ça pousse très bien. Il y a pas de, c'est pas agronomiquement quelque chose de très compliqué à produire. Et puis je pense qu'il y a une sacrée demande au niveau France, donc du coup, c'est vraiment une belle opportunité aussi. Après. Serge, la question de l'eau est souvent un facteur limitant. L'accessibilité à l'eau à des périodes critiques, parce que je parle sous ton contrôle, mais avec le changement climatique, globalement, la France n'aura pas moins d'eau, mais pas au même moment et surtout pas alors à des périodes critiques. Est-ce que sur ces sujets-là, amandes, pistaches, il n'y a pas un enjeu lié à l'eau particulier ? Il faut faire attention à l'eau dans les deux cas, l'extrême haut et l'extrême bas. Par exemple, si on veut planter des abricotiers, dans la carte que j'ai montrée tout à l'heure, on tient en compte de l'excès d'eau, ça s'appelle l'anoxie racinaire. On ne peut pas planter des abricotiers dans le marais Poitevin, par exemple. Ils vont mourir d'anoxie racinaire. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement avec les excès d'eau. Donc ça, c'est pour l'excès d'eau. Et la besoin en eau, donc pendant les périodes de déficit d'eau, l'amande consomme plus d'eau que certaines cultures. Donc, en gros, on peut la planter en France. Attention, pas trop au nord parce qu'elle fleurit trop tôt, c'est progressif la remontée. Mais il faut l'avoir sur des parcelles qui sont plutôt irriguées avec de l'eau en excès, c'est-à-dire les canaux de Provence ou la descente de la Durance, par exemple, où là, on ne dépend pas des nappes phréatiques. Sinon, l'amande, en réalité, n'aura pas suffisamment d'eau. Autre point intéressant pour l'amande, ça reste quand même une culture, entre guillemets, de printemps. L'amande douce qu'on récolte avant maturité. Nous, au Liban, parce que je suis libanais, on mange l'amande avant la maturité. Et elle a besoin, elle évite les fortes chaleurs et les sécheresses en été. Donc, c'est une façon aussi de manger l'amande. On mange l'amande avec toute la partie verte. On croque toute l'amande entière. Et ça, on la récolte au mois d'avril, mai même. Et ça n'a pas encore trop besoin d'eau. C'est après, dans la saison, qu'on a besoin de plus d'eau. Et donc, tu penses que ces modes de consommation, demain, de l'amande, par exemple, pourraient venir en France si on accompagne ça? Et ça renvoie aussi à la question de la filière associée. Là, on peut arriver sur ce sujet-là qui vous tenait à cœur tous les deux. C'est bien beau de vouloir produire, encore faut-il pouvoir consommer derrière, ce qui pose la question d'avoir accès à des pépiniéristes et puis d'avoir accès à un marché. Ouais, malheureusement, pour l'instant, les pépiniéristes en France n'ont pas encore pris le taureau par les cornes. Et c'est un peu dommage. Donc, pour l'instant, on a les Espagnols qui sont extrêmement performants, hyper rapides. Et ils pivotent très rapidement quand on leur fait des demandes, justement, sur les pistaches, sur les agrumes, où il y a 1500 variétés et elles sont françaises. On les a toutes chez nous. Les 1500 variétés, elles sont en France, en Corse. Donc, mais sauf qu'elles sont pour l'instant, les pépiniéristes, ils sont en Espagne, c'est ça que tu dis? Mais les pépiniéristes sont tous en France, sont tous en Espagne. Et c'est un peu dommage parce que le stock variétal et génétique est en France, mais on va tout démultiplier à l'étranger. C'est un peu dommage. Serge, je sais que tu as un sujet qui te tient particulièrement à cœur et puis on va reparler dans un instant du sujet filière avec Clément qui va nous rejoindre. Mais sur ce sujet filière, sur ce sujet de
de l'amont aussi avec les pépiniéristes, c'est un point clé dans l'anticipation de l'adaptation au changement climatique. Mais totalement. Et alors, il n'y a pas que les arbres fruitiers, il y a aussi tous les arbres de toutes les forêts. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on réunissait toutes les pépinières d'Europe en France, on n'aurait même pas assez juste d'arbres pour la France pour pouvoir faire face au changement climatique. Les pépiniéristes ont aussi le rôle de régénérer les arbres dans nos forêts, donc en plus des arbres fruitiers. Et quand on va dans les pépinières, alors moi je vais dans les pépinières à Montpellier, j'habite là-bas. J'ai des prunes des Mirabelles de Nancy qui sont là-bas. J'ai des quetchis d'Alsace. On a l'impression qu'on peut planter tout et n'importe quoi maintenant en France, alors que déjà à l'origine on ne pouvait pas. Alors j'ai planté des quetchs et des Mirabelles parce que ma femme vient d'Alsace et elle était contente, mais ils vont mourir dans quelques années, j'imagine. Mais en réalité, j'ai demandé des pistachiers. Ils en ont 3 ou 4 à vendre dans la saison. Non mais 3 ou 4, je veux dire, c'est l'arbre de demain en Provence. On aura tout à l'heure justement le témoignage de Pépistache, je le redis, au Café des Agris. Donc cette séquence sera beaucoup plus interactive qui suit la conférence à laquelle on assiste maintenant. Et on pourra du coup échanger sur cet enjeu du développement et de nouvelles variétés, de nouvelles espèces et par des pépiniéristes. Sur ce sujet filière, je vous propose qu'on écoute maintenant Guillaume Lamy, qui est directeur du pôle agroalimentaire de la coopérative Océalia, que j'ai eu la chance d'interviewer. Océalia qui lance une filière cacahuète en lien avec sa filiale Menguise qui propose des produits pour l'apéritif. Il revient sur l'origine du projet et ses perspectives. On l'écoute. Le projet de développer une filière cacahuète, il remonte à il y a plus de 25 ans au sein de la société industrielle agroalimentaire Menguise, qui est un acteur principal des produits apéritifs de la cacahuète en France, et qui avait pour idée de pouvoir justement diversifier ses approvisionnements. Et il y a 25 ans, des essais ont été menés avec l'introduction de cette culture, notamment dans les Landes. Le temps a passé, les difficultés venant, le projet n'a pas pris l'essor qui était attendu et un seul producteur a poursuivi l'aventure. Et puis en 2020, quand la coopérative Océalia s'est rapprochée de Menguise, le projet a revu le jour en ouvrant de nouvelles possibilités. L'intérêt de développer une filière agricole nouvelle comme celle-ci, c'est justement de se dire qu'on peut associer à la fois la force d'un collectif, d'une organisation à même de structurer, d'embarquer à la fois des agriculteurs, mais aussi des expertises agronomiques autour d'un projet complexe, puisqu'il s'agit de faire pousser une culture tropicale en France. Et puis derrière, de s'assurer que ce projet, qui a pour vocation d'apporter une valorisation, une diversification pour les agriculteurs, ce projet il soit aussi, on va dire, économiquement viable, et pour cela, d'emmener en même temps une capacité de transformation et donc de valorisation de cette production agricole. Donc c'est bien cette combinaison des deux qui s'est engagée. Donc on comprend que ce n'est pas seulement une histoire d'agriculteurs, mais c'est aussi une histoire de filière qui s'organise. Exactement. Avec un enjeu de conseil, un enjeu industriel, un enjeu de valorisation, la sécurisation d'un débouché, peut-être un enjeu de recherche agronomique. On comprend aussi en t'écoutant que c'est un projet qui est né, qui a pris du temps. Donc c'est aussi peut-être un facteur clé de succès à avoir en tête, cet investissement dans le temps. Quelle est aujourd'hui l'ambition où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelle est l'ambition pour demain? Alors, le facteur clé de succès, le temps, il est essentiel. Ça fait 5 ans maintenant que l'on procède à des essais sur le territoire agricole de la coopérative Océalia. Aujourd'hui, on est arrivé à notre première campagne de production commercialisable en 2025 sur une dizaine d'hectares avec 5 agriculteurs partenaires. Notre ambition, c'est d'aller chercher une production de 2000 tonnes à horizon 2030. Donc on a encore un énorme pas à franchir, à la fois en termes de maîtrise agricole et agronomique, mais aussi derrière en capacité technique technologique pour transformer cette production en produits consommables pour le consommateur français. C'est intéressant avec Guillaume, on voit le rôle aussi d'acteurs coopératifs, leur rôle dans la structuration de ces filières. Et ce sujet-là, on va continuer de l'explorer avec Clément Tostimin qui va me rejoindre sur scène, là aussi sous vos applaudissements nourris. Merci pour lui. Clément, tu es responsable adjoint de la stratégie amont agricole du groupe Avril. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le groupe Avril appréhende ces sujets d'adaptation des cultures au changement climatique? Est-ce que vous conduisez des travaux en la matière? Est-ce que vous explorez quelles vont être les nouvelles cultures, et notamment oléicoles, de demain?
Peut-être juste avant ça, rappeler que effectivement Avril, c'est un acteur industriel et financier dans la filière des huiles et protéines végétales, donc huile de colza, huile de tournesol, mais effectivement là je vais surtout parler de la filière olive. Donc en fait on s'est posé la question du rôle que nous on pouvait jouer, Groupe Avril, dans la structuration, l'accélération du développement d'une filière olive France. Filière qui se voudrait mass market, donc grande consommation et compétitive par rapport à l'Espagne. Il faut savoir que nous, on a déjà la marque donc Puget en France, mais aussi Costa d'Oro qui est numéro 4 en Italie. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer au niveau de la filière France. Effectivement, il y a les difficultés du secteur viticole, il y a les sujets d'adaptation au changement climatique. Donc on s'est dit on a peut-être un rôle à jouer pour développer la filière France, sachant que peut-être que tout le monde ne l'a pas en tête, mais la conso d'huile d'olive en France c'est 130 000 tonnes par an, mais il n'y a que 5 000 tonnes de France. Donc potentiellement la place pour développer une filière. Mais voilà, nous quand on regarde le sujet en tant qu'agro-industriel, on a une responsabilité de ne pas déstructurer l'existant. La filière qui est en place, qui est plutôt une filière basée sur des signes de qualité, des petits volumes bien valorisés, et plutôt en circuit plutôt court, voilà. En vente directe ou par le biais de quelques intermédiaires, mais on n'est pas à date sur de la grosse production française à destination d'une filière sous marque nationale qui inonde la grande distribution. Or, Avril, c'est plutôt ça son modèle à date. Ouais, nous, on était effectivement à se dire, est-ce qu'il y a un chemin à horizon 10-15 ans pour effectivement développer une filière d'huile d'olive compétitive, notamment avec l'Espagne, en France. Et en fait, il faut quand même garder en tête que même s'ils ont connu des conditions adverses il y a quelques années, au niveau de l'Espagne, ils sont encore remarquablement compétitifs, avec des coûts de production 2 à 3 fois inférieurs à la France. Que évidemment le changement climatique aide au développement de l'olive en France. Il y a déjà de la production, c'est climatiquement possible. Les zones vont s'étendre au-delà des zones oléicoles traditionnelles. Mais toutefois, notamment sur les aspects humidité, sur la façade atlantique, ça reste délicat. Et a fortiori, quand on vise effectivement un segment grande consommation, c'est-à-dire des prix à 10-12 euros le litre en grande surface. Plutôt qu'on va dire 25, voire même plus pour des produits premium. L'olive, l'huile d'olive en France, absolument, ça va de 40 euros le litre à, pour des segments très haut de gamme, à du 10-12. Et pour le 10-12, il faut du volume. Il faut des conditions de production qui sont généralement de la haie fruitière, des conditions intensives, les bonnes variétés, les bons sols, le bon climat. Je t'arrête une minute pour qu'on comprenne bien. Une haie fruitière, c'est, on va dire, un arbre qui est palissé. Ouais, on peut dire ça absolument. comme ça, et qui ressemble du coup à une haie, et qui est, on n'a pas l'arbre, l'olivier comme on le voit classiquement aujourd'hui dans les champs. On est vraiment sur cette logique de haie, comme une vigne en fait. Avec des coûts d'implantation qui sont du coup significatifs, plusieurs milliers d'euros de l'hectare. Et cette haie fruitière, elle est mécanisable, et malgré ça, on n'arrive pas à être plus compétitif? Eh bien, à date, rattraper l'écart de compétitivité avec l'Espagne, nous on pense que ça prendra 15 ans, voire plus, pour plein de raisons, mais notamment la raison du différentiel rendement qui du coup, au coût au litre, c'est le diviseur. Quand on est à 2000 litres l'hectare en Espagne, si on arrive à faire du 1000 litres l'hectare en France, c'est déjà un très très bon niveau. Donc une fois qu'on a dit ça, on explique 70-80% de la différence de coût. Si on veut se positionner sur un marché compétitif, encore une fois, avec les Olive Nations, et la France n'est pas vraiment une Olive Nation, si on compare à l'Espagne, l'Italie, et le Maroc, la Tunisie, etc., eh bien non, on pense qu'en fait, c'est difficile de se positionner sur ces volumes-là. Donc un acteur comme Avril a une responsabilité de, encore une fois, pas déstructurer le marché existant et de ne pas emmener des agriculteurs sur des pistes qui pourraient être délicates pour eux. Donc à ce stade, à horizon 10-15 ans, on pense qu'il faut attendre, en tout cas pour structurer une filière. Je fais le parallèle avec ce qui a été dit dans la vidéo. Ils expliquaient que ils se sont posé la question il y a 20 ans et ils se la reposent maintenant. Quelque part, je pense qu'Avril, on est un peu dans cette logique. On va se reposer la question, c'est sûr,
Mais pour le moment, il est difficile de structurer une filière à l'échelle. Je termine juste, des sûr, petites initiatives locales ont leur sens. Il est important d'avoir un débouché identifié, bien valorisé. Opérer ces marchés de diversification à l'échelle industrielle, ça reste Une autre délicat. histoire. Voilà. Serge, je reviens vers toi parce que tu nous as fourni quelques images là aussi de l'adaptation des biogéographies pour l'olive. Donc il faut cliquer pour que ça avance. C'est aussi une petite vidéo, si possible. Ouais, on les a juste là, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Alors ce que vous voyez, c'est que la France gagne du potentiel en olive. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, bien sûr, dans un contexte climatique actuel et d'une petite zone de production, parce qu'il y a très peu de zones où on peut cultiver des oliviers, et ça s'étend, on n'est pas compétitif. Ça, c'est clair. Le problème, c'est quand on a un arbre, il faut savoir le planter au bon moment, le temps qu'il pousse. Et qu'on soit compétitif. En fait, c'est vraiment une réflexion à 10 ans, 15 ans, c'est ce qui a été dit. Et ensuite, en Andalousie, la problématique, c'est que l'Andalousie aura de plus en plus de difficultés climatiques et aura une possible désertification, même très probable désertification, qui va entraîner du coup la mort de certains arbres dans les 20 ans à venir. Et là, on parle de filières vacantes carrément. C'est-à-dire qu'il y aura des filières espagnoles, marocaines, qui ne pourront plus être produites du fait du climat trop chaud. Et en fait, il faut que nous, on soit prêts au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard en France, pour reprendre ce marché mondial. Parce que l'huile d'olive espagnole, c'est 50%, il me semble, de la production mondiale. Clément il parlait de la façade atlantique qui était encore un peu trop sensible. Je ne sais pas si c'est le terme que tu as employé pour planter maintenant, c'est ça? Problème d'hygrométrie, notamment avec les entrées maritimes et donc des maladies et donc des pertes de rendement. Une conduite de culture plus délicate pour des gens qui, par définition, seraient des néo-oléiculteurs. Donc attention à tout ça, mais Serge, tu peux évidemment réagir. Alors plutôt, on pense beaucoup au sud-ouest. Alors sud-ouest, il faut s'éloigner des côtes, puisqu'il y a les problématiques de maladies. Il y a par contre l'intérieur du sud-ouest, Toulouse, Carcassonne, tout ça qui est intéressant. Et on oublie tout le temps la vallée de Saint-Étienne, la vallée du Gier, je crois. Il y a aussi le Lyonnais, qui est intéressant. Il y a aussi toutes les côtes qui remontent vers du côté du Mâconnais, qui sont intéressantes, et même les vallées alpines, en réalité, du côté de la Noix de Grenoble, par exemple, qui peuvent être intéressantes, à condition, bien sûr, que le sol soit intéressant pour l'olivier, mais climatiquement parlant, ça peut être intéressant. Voilà. Marc, vas-y, pardon, Clément. Pardon, je voulais rajouter quelque chose, parce que pour les personnes qui imaginent effectivement se lancer dans ces nouvelles zones oléicoles, il faut aussi avoir en tête que dans les zones plus traditionnelles, ça plante beaucoup, et que... à l'échelle de la France, et que dans les années à venir, on pense de toute façon que le marché français va probablement doubler. Donc si on se lance dans des nouvelles zones, il faut aussi avoir en tête qu'il va falloir absorber ces volumes. On retombe sur la problématique de débouché et de positionnement prix. Et puis peut-être de renouvellement, c'est réinventé avec l'avènement de la haie fruitière qui vient un peu bousculer les cartes. Marc, selon Avril et selon Clément, il n'y a pas de place pour un marché de masse d'origine France sur l'huile d'olive. Quid des agrumes? Sur les agrumes, on a vraiment une belle opportunité, à mon avis, si on arrive à bien s'y prendre. Donc en commençant, en sécurisant une partie sous serre et en mettant une partie plein champ, et au fur et à mesure peut-être d'augmenter les surfaces, parce qu'on peut, je parle pour le Lot-et-Garonne, mais le sud-ouest de la France, on a des technologies sous serre qui sont très avancées, une ferti-irrigation qui est très avancée. Il y en a pas mal ici qui pourraient le dire. Et donc, du coup, c'est se servir de cette technologie-là pour améliorer encore, d'aller chercher vraiment du rendement et de la qualité assez rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, pour les agrumes particulièrement, on a un énorme avantage, c'est la qualité des fruits. C'est-à-dire que la qualité des fruits qu'on va trouver en France, ça sera forcément meilleure que ce qu'on va chercher ailleurs. Ce n'est pas du chauvinisme basique, c'est juste c'est botanique. Hein. C'est-à-dire que déjà, ils vont colorer, alors que la plupart des fruits, les agrumes qu'on mange, ils ne colorent pas sur l'arbre, ils colorent dans les frigos. 80% des agrumes sont verts et n'ont jamais été orange. C'est le froid qui produit l'orange. Donc et tu penses que dans le sud-ouest, on aura le froid nécessaire? Ah ben ça c'est sûr, puisque moi j'en ai déjà, donc là, et ça devient orange, il n'y a aucun souci, il y a une belle coloration. Donc il y a ça, il y a aussi l'apport des nouvelles porte-greffes, qui sont des porte-greffes excessivement bons. On a des argilo-calcaires pour beaucoup de parties du sud-ouest, et donc ça c'est un gros avantage, parce que l'argilo-calcaire, c'est pas facile à manier, mais quand on a un porte-greffe spécifique, ça marche très très bien dessus. Et donc là, on a des porte-greffes et qui donnent une meilleure qualité aussi. Parce que bon, c'est un souci botanique, mais en fait, ça vient d'un porte-greffe d'une très très bonne qualité. Donc du coup, c'est la petite sœur du Cléopâtre, d'un porte-greffe très résistant et très très bon au niveau gustatif. Donc on a plein d'avantages, nous en France. Et quand on parle aussi de consommation d'eau, hein, puisqu'on sait
en tout cas dans le sud, en tout cas on sait que c'est 30% de moins. Ça consomme moins d'eau aussi parce que le système racinaire en industrie, hein, enfin, quand on travaille vraiment de l'agrume à haute, voilà, quand on passe à l'échelle, et c'est tout petit, c'est 1 mètre cube. Le système racinaire de l'agrume, c'est 1 mètre cube. Il ne doit pas dépasser ça, il dépasse très rarement ça, à part quand il a 30 ou 40 ans, mais normalement on le change avant. Et donc ça permet vraiment d'avoir de concentrer son eau, de concentrer ses engrais, d'avoir très peu de pertes au champ, donc d'être extrêmement rentable. Donc voilà, donc ça c'est un gros avantage aussi. Et je vais poser une question complètement idiote. Tu parles d'agrumes sous serre. Ouais. Pourquoi on ne fait pas des oliviers sous serre? Alors là, le point de rentabilité, il est tellement loin que là, il a des kilomètres, quoi. Il a des kilomètres. Qu'est-ce qui explique la différence? Le prix de vente d'un agrume par rapport à un litre de Donc en fait, c'est pas que c'est pas impossible, c'est juste que ce serait pas du tout rentable. Ouais, financièrement, il n'y a pas de point. Serge, on l'a vu quand on parle de l'évolution des biogéographies, finalement, la notion même de terroir, elle évolue. Oui, la notion même des AOC, des IGP. Il y a même les cépages de vigne qui vont évoluer, le goût du vin. En fait, pour travailler, là on va faire du social, quoi. Pour travailler avec le consommateur, avec la société, les entreprises agroalimentaires ne peuvent pas juste planter, développer une filière. Il faut qu'on ait des consommateurs. Il faut qu'on réfléchisse à des plats régionaux dans l'avenir. Le biscuit au sorgho de Toulouse, ou avec de l'écorce d'agrumes de Narbonne, je ne sais pas, ou le canard laqué au beurre de cacahuète du sud-ouest de la France, ça doit être dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais on peut penser à de nouvelles recettes. Le poulet cacahuète, peut-être qu'on mangera ça, ce sera peut-être le plat de Bordeaux. En fait, il faut absolument travailler sur l'acceptabilité sociale, l'envie également, et les effets de mode avec les chefs étoilés. Parce qu'on pourra faire les plus belles filières de meilleure qualité sur le territoire si le consommateur consomme les anciennes cultures qu'on va devoir importer du coup, parce que du coup elles seront plus cultivées au même endroit. Ben, c'est pas bon. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas vous, vous êtes trop vieux, enfin moi aussi. C'est les jeunes, c'est nos jeunes, c'est à la cantine. À la cantine, par exemple, si vous mettez du beurre de cacahuète, peut-être pas pur, hein, mais dans une recette ou des biscuits au sorgho, on habitue leur palais, on dit habituer leur palais, c'est que quand ils vont sortir de l'école, qui vont avoir leur premier salaire, ils vont trouver ça normal d'acheter de l'orange de Narbonne. Ils vont trouver ça normal d'avoir de l'huile d'olive de Toulouse. Donc en gros, on les habitue. C'est pas qu'une adaptation agricole, c'est aussi une adaptation sociale, alimentaire, sociale, gustative, gastronomique, culturelle. Même les IGP, les AOC, si vous voulez faire du vin de qualité, du vin reconnu de qualité, de l'olive reconnue, je vais y arriver, de qualité. Eh ben, il faut développer des AOP, des IGP dans les territoires où il n'y a même pas d'olive encore actuellement. C'est-à-dire que toute la réflexion administrative sur les cahiers de charges, sur la création aussi de ces AOP, ces IGP, il faut tout revoir. Et je pense même que c'est encore plus long que de planter l'arbre derrière, voilà, de faire. Ça veut dire même si on ne produit pas encore en France, c'est d'ores et déjà, l'appel que tu nous lances, c'est d'ores et déjà commencer à habituer notre palais à des nouvelles... recettes et des nouvelles dès cultures. Dès qu'on plante une filière, il faut avoir un plan gastronomique derrière, absolument. La kaki, la nef, la fête de la nef à Montpellier, la fête du kaki à, je sais pas, Le 4 par exemple. Il faut penser tout et pas faire progressivement. Il faut vraiment tout mettre sur la table. Dimension culturelle et socio-culturelle en même temps que l'aspect... un master plan de l'agriculture. Ouais, c'est ça. En même temps que l'aspect agronomique et économique. Clément, tu souscris à ça? Oui, je souscris. Je pense que ça fonctionne bien pour les cultures qui sont tout à fait nouvelles. Bon, pour l'olive, on est dans un cas un peu différent parce qu'il y a quand même des zones traditionnelles, des AOP et donc un existant qui va falloir encore une fois ne pas déstabiliser. Et si des nouveaux modèles, des nouvelles zones se lancent, eh bien, il faudra qu'elles s'articulent. Et donc, en fait, c'est un vrai plan de filière à articuler entre existants et néo-oléiculteurs. Peut-être un peu plus délicat. Ça veut dire aussi travailler la concertation entre ces différents porteurs de projets. On voit, sans jeter la pierre à quiconque, mais on a des nouvelles filières qui sont en train de se monter et déjà qui se tirent un peu la bourre, pour pas dire cherchent à se faire concurrence. Est-ce que c'est prématuré de penser concurrence pour ces filières émergentes ou c'est la loi du marché? En fait, déjà, il faut savoir que quand on plante une nouvelle filière, on est forcément concurrent d'un pays extérieur. Il y a un pays extérieur, la noix de cajou, l'amande, il y a la Californie, on ne l'a pas cité. Hein, mais déjà, alors si on se tire des balles dans le pied à faire tous des filières chacun de leur côté, en fait, on ne va pas y arriver. Il y aura forcément des gagnants et des perdants. Or, on n'a pas le temps avec le changement climatique d'avoir des perdants. Il faut qu'il y ait des gagnants partout en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait une vision vraiment plus politique en réalité.
à quoi va ressembler la France en 2050. Politique ou cartographie. interprofessionnelle. Ou interprofessionnel, ou alors même interpays européens. C'est-à-dire de la génétique marocaine qui meurt en ce moment dans certains coins. Bon, là, il y a des inondations, mais ça faisait 5 ans qu'ils avaient des sécheresses. Peut-être les faire remonter aussi des connaissances, des pratiques, parce qu'il va falloir penser aussi à un moment que nous, pays français, là, Suisse, Allemagne, Bulgarie, tout ça, enfin toute la partie centrale, ce sera nous les futurs vergers et maraîchers d'Europe. Hein, c'est pas l'Espagne et le Maroc. C'est Donc du on a boulot aussi- pour Marc, ça. Oui, on a aussi une responsabilité de production, d'avenir vers le sud. Parce que sinon, ces pays-là vont forcément migrer vers le nord. Avec Marc, l'enjeu peut-être d'éviter la spécialisation de territoire, parce que j'entends derrière ce que dit Serge, l'idée de, allez, on Ouais. se répartit le boulot, les gars, entre les pays européens, mais bon, si on pense spécialisation, on peut penser fragilisation dans un monde de plus en plus, Ce qui est, on va ce dire, qui est- risqué. Ce qui est vrai dans ce que dit Serge, c'est surtout la souveraineté. On sait qu'on n'en a pas parlé trop, mais d'être souverain dans notre alimentation, c'est important. Et c'est vrai que sur des productions bien, on a. Je veux dire, en France, on produit beaucoup de choses très différentes. Rien que dans le Lot-et-Garonne, on était il y a quelques temps à 120 cultures, rien que dans le Lot-et-Garonne. Bon, maintenant, on a un petit peu descendu, mais ça fait quand même beaucoup de cultures. Et en fait, on est très doué pour amadouer des nouvelles cultures en France, puisqu'on a un climat quand même qui est assez... et ce qui serait bien, c'est de garder cette espèce de patchwork, de passer à l'échelle, effectivement, de s'entendre en disant, effectivement, toi, tu as des coteaux, tu es bien exposé, peut-être que les agrumes, la vigne, voilà, mais toi, tu as peut-être un côté un peu plus froid, etc. Peut-être que la noix de pécan, qui aime bien les pieds dans l'eau, etc. Enfin, voilà, de s'organiser de façon un peu plus globale, de sortir des cartes, effectivement, grâce au genre de travail que tu fais, mais en plus de ça, de peut-être pousser la chose en disant, là, il y a un coin plutôt humide, là, il y a moins de lumière, là, il y a machin, ça, il va plus souffler. On sait que, par exemple, le fruit de la passion, c'est un fruit, ça résiste très, très bien aux grandes chaleurs. On est à plus de 40 en Asie, c'est un des seuls trucs qui résiste. Il faut savoir que même le café ne résiste pas. Hein. Les fleurs de café ne résistent pas à 39-40 degrés avec un peu de vent, ça ne résiste pas. Le fruit de la passion, ça résiste. Alors, pas les fleurs, mais on s'en fiche parce que ça dure qu'une journée et elles se renouvellent très rapidement. Mais on sait que sur des endroits très très chauds, par exemple, on va pouvoir l'installer. Enfin voilà, c'est d'avoir effectivement des cartes pour dire, on peut faire ça, on peut faire ci. On peut vraiment aider les jeunes générations, parce que tu en parlais, tu as raison, mais les jeunes générations d'agriculteurs, et c'est un peu pour ça que je fais ça, c'est-à-dire que moi je débroussaille, je mets un peu mes moyens pour dire, je débroussaille, dire là, cette fois-ci la mangue. Les premières acquisitions de référence. Voilà, là, je me suis tapé 20% à cause du gros froid qu'il y a eu. 20% de mes arbres sont à peu près morts. Bon, je vais récupérer les porte-greffes parce que les porte-greffes sont résistants au froid. Je vais les récupérer et je vais regreffer dessus. Mais pour les générations plus tard, c'est très important de dire, il n'y a pas que le maïs et les prunes. Chez nous, on fait que maïs et prunes. On se pose pas de questions. Il n'y a pas de. Le Lot-et-Garonne est connu pour ça. Ah ouais, c'est vraiment, ça tabasse la maïs et la prune. Et c'est vrai que, mais de leur dire, mais il y a des opportunités pour faire autre chose, pour faire des agrumes, pour faire du fruit de la passion. Peut-être pas en faisant 2500 hectares d'un coup, mais peut-être en faisant des petits patchwork, effectivement, et se dire que finalement, tu arrives à avoir un revenu décent et que même s'il y a une grosse tempête, s'il y a un gros coup d'eau, etc., tu arrives à courber le dos parce que tu as toujours le pacanier qui a les pieds dans l'eau, il s'en fout parce que lui, même s'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'eau, il est habitué à ça. L'agrume, c'est pareil. L'avocat, c'est pareil. Donc, et même, on pourrait imaginer aussi des bananes, des bananes du fond de l'Himalaya qui résistent très très bien au froid, à la neige, etc., qui résistent très bien au vent. On pourrait se dire, tiens, on pourrait avoir ça, moi c'est ce que j'ai sur mes cultures, pour résister aux grands coups de vent. Oui, mais toujours en gardant en tête l'accès à certains marchés pour s'assurer de pouvoir commercialiser cette production. Oui, parce que quand j'entends ça, je trouve ça très intéressant, ça fait beaucoup de sens, mais je me dis, on est automatiquement sur des filières premium, voire super premium, parce qu'effectivement... Pour l'instant. Oui. La fraise, c'était la même chose. Le kiwi vert, le kiwi maintenant jaune, c'était exactement la même chose. Et maintenant, on est passé à l'échelle. Il y a des gars qui se lancent. Et alors, rouge, on a du mal encore. On galère un petit peu, mais on est à 30, des fermes qui font 60, 70, 100 hectares de kiwi d'un seul pet. Et ça pose pas de problème. Alors qu'avant, quand on en plantait un hectare, on a l'impression d'être un ovni. Donc, je pense que c'est du rôle des agriculteurs un peu plus anciens comme moi, je me mets dans les anciens, de se dire, on défriche un petit peu, mais vous, la seconde génération, moi, j'en ai planté 3 hectares parce que je voulais voir un peu ce qu'il y a, mais vous, la prochaine génération, quand tu vas faire des agrumes, tu vas en planter 70 hectares et pas d'un seul morceau, en plusieurs peut-être étapes, mais tu vas industrialiser parce que l'agrume, ça s'industrialise très très bien. Pensons à chaque fois marcher en fonction de la production. Oui, et on peut impacter vraiment la le production marché. en fonction des On marchés. peut impacter vraiment le marché. C'est des gros tonnages, l'agrume sur la planète. Et Serge, pour conclure, justement pour orienter toutes ces réflexions, tu nous fais le plaisir de lancer en exclusivité un outil que tu vas nous présenter qui s'appelle BioGeographics, qui précise 13 indicateurs de risque demain.
Exactement, alors on fait ça avec mon frère, on développe ça qui est juste présent ici devant. Donc c'est un système cartographique, on l'a dit, on peut choisir arboriculture, élevage, maraîchage, on aura d'autres cultures. La pomme golden, on peut choisir d'autres variétés. Donc là on regarde la biogéographie, c'est son aire de répartition, donc c'est la synthèse des 13 indicateurs climatiques. Je choisis le pays, ici on a pris la Belgique et la France, mais on peut prendre l'Amérique, l'Europe. Bon, ça a demandé des années de calcul, mais voilà, on a la carte qui s'affiche. Donc vous avez, suivant les codes couleurs, la zone de production potentielle, là où tous les indicateurs climatiques permettent de s'adapter. Et vous pouvez animer jusqu'en 2100, donc cette évolution. Bien sûr, je vous ai montré au niveau européen ce que ça donnait. Là, on ne l'a pas chargé entièrement pour la présentation, mais ça donne une idée donc de la cartographie nationale. Et donc ça, c'est un site internet qui sera disponible en ligne, gratuitement. On travaille dessus dans les prochains jours. Ouais. C'est la première fois que je le présente à quelqu'un, donc ça fait depuis 1 an qu'on travaille dessus entre nous. Et la plupart des cartes que je diffuse sur les réseaux sociaux viennent en fait de ces études-là. Cet outil-là que tu vas rendre disponible bientôt auprès du public, on va dire. Ça. Juste en voyant cette carte de biogéographie, je me dis aussi, c'est pas parce que c'est vert que je ne vais pas avoir des accidents climatiques. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est économiquement possible, mais il y aura toujours peut-être un gel. Une année sur 4, sur lesquelles on va... Une année sur 4, on est déjà dans le jaune plutôt. Dans le jaune. Voilà. Là, par exemple, on voyait la pomme perdre son potentiel par le sud-ouest. C'est simplement qu'il ne fait plus assez froid pour la faire fleurir. Ça aussi, c'est un des indicateurs agroclimatiques. Après, si je suis décideur agro ou agriculteur, je veux planter quelque chose, on peut prendre un point sur le territoire et donc on peut avoir tous les détails des indicateurs, les canicules, les sécheresses, les manques de froid, les froids après floraison, les pertes dues au gel après floraison, suivant les scénarios de réchauffement climatique, le vert le plus faible, le rouge le plus fort. Donc vous avez la biogéographie. Après vous avez tous les indicateurs en fait qui permettent de calculer cette biogéographie. Donc c'est vraiment le détail de qu'est-ce qu'il y a entre guillemets merdé sur le territoire. Et ça c'est intéressant pour les sélectionneurs. C'est-à-dire que si jamais, ici on voit que c'est le nombre de jours à 35 degrés qui explose pour la pomme dite culture d'été, quoi, eh bien on va plutôt travailler sur des variétés de pommes résistantes aux fortes chaleurs. On voit que par exemple là on a la coulure, c'est l'excès d'eau pendant la floraison. Aussi on le travaille et donc on va voir s'il ne faut pas des variétés qui sont résistantes à la coulure. Alors là on peut par exemple superposer la biogéographie de la pomme mais aussi donc d'autres variétés de pommes, de l'abricot, etc. Et ça nous permet d'avoir est-ce que l'abricot remplace progressivement la pomme? Voilà, l'objectif, c'est encore en cours de développement, il y a encore plein de choses à améliorer. Mais voilà, donc là c'est la pomme golden. Je lui rajoute du coup la pomme Braeburn, je ne sais pas comment on le dit en. Je ne saurais pas te dire. Voilà. Du coup, c'est une autre. Du coup, est-ce que c'est la pomme golden ou la pomme Braeburn ou Cox orange pipin aussi qui est là? Et donc, en fait, on a toutes les pommes. Donc là, on rajoute la cerise Burla ou la cerise Oblacinska, c'est une cerise plutôt polonaise. Et donc, on voit bien que sur toutes ces variétés-là, on a une paire de biogéographie. Donc, c'est normal, j'ai commencé par étudier les cultures déjà présentes sur le territoire. Et qu'est-ce qui sera remplacé? Est-ce que ce sera l'agrume ou d'autres cultures? Voilà, donc il y a plein de choses à regarder. Comment? On rappelle le nom de l'outil qui sera bientôt disponible. Biogéographix, c'est un petit peu un mélange entre Astérix français et biogéographie. Je tiens à préciser que ce site est unique au monde, il n'existe pas. Et il sera bientôt en ligne? Il sera bientôt en ligne, ouais, on travaille dessus. Vous verrez sur les réseaux sociaux, je le mettrai. Et je remercie mon frère du coup qui m'aide à faire tout ça. Voilà. Merci pour ça, merci à tous les trois pour ces témoignages. On poursuit la discussion dans une petite dizaine de minutes. Je vous rappelle le concept, là on s'était un peu descendant. Vous avez été abreuvé de tout un tas d'informations et on continue d'en discuter dans un petit quart d'heure là-bas avec d'autres témoignages autour de la grenade et de la pistache par exemple et du bambou également, dont on n'a pas encore parlé. À tout à l'heure sur le Café des Agris. En attendant, allez faire un petit tour sur la librairie du Café des Agris. Il y a plein d'ouvrages passionnants à découvrir. À tout à l'heure. Merci.